Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui porte sur la fin de la naissance de la République, la naissance de la Cinquième République, donc petit 3, la pratique gaullienne des institutions. Pour De Gaulle, premier point à savoir, c'est la façon dont il a exercé au pouvoir. Donc premier paragraphe, un exercice personnel du pouvoir. Et on va le voir à partir de deux exemples. Premier exemple, le rapport entre le général de Gaulle et les médias. Alors, ce qu'il faut arriver à comprendre à cette époque, c'est une véritable révolution qui est arrivée, c'est l'introduction de la télévision dans les familles. C'est la photo que je vous avais mise en introduction sur la diapo précédente. L'arrivée de la télévision dans les familles, euh, qui apporte forcément un moyen de communication absolument extraordinaire pour les politiques, à condition qu'ils le comprennent. Or, De Gaulle, qui était finalement un fanatique de la télévision, c'est quelque chose qu'il a très très bien compris. C'est ce qu'il dit par exemple ici dans cet extrait de ses mémoires, où il dit: Voici que la combinaison du micro et de l'écran s'offre à moi au moment même où l'innovation commence son foudroyant développement. Pour être présent partout, c'est là soudain un moyen sans égal, à condition toutefois que je réussisse dans mes apparitions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va énormément utiliser. Je vous laisse mettre sur pause tranquillement pour pouvoir finir de lire le texte. Mais pour lui, c'est un média absolument essentiel. Tellement essentiel d'ailleurs que quand on regarde ce graphique sur son nombre d'interventions, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il a quand même beaucoup utilisé. En rouge, vous avez les allocutions radio-télévision. Avec le nombre. Et par exemple, quand on regarde de l'année 1962, on voit que ce qui a été une année vraiment particulière, on en reparlera, on voit qu'il y a eu 11 interventions à la télévision à ce moment-là. Ben, pour un président de la République, ça fait quasiment une par mois, c'est vraiment quelque chose d'important. De Gaulle, c'est lui qui a inventé, par exemple, le principe que le président fasse ses vœux au moment du 1er janvier. C'est lui qui a inventé le principe de mettre en place des conférences de presse du président, etc., etc. Alors souvent, ces interventions à la télé, c'était plutôt des monologues que des questions-réponses avec les journalistes, parce qu'il y a pour lui cette donnée importante de pouvoir en fait continuer à contrôler quelque part les médias. Ce contrôle des médias, c'est aussi quelque chose d'essentiel et que nous, on ne connaît pas à notre époque. Le texte que vous voyez ici est une note donc du général de Gaulle qu'il avait envoyé à la télévision, tout simplement, où il dit la chose suivante. Le journal télévisé est en ce moment un monument de pessimisme enchanté autant que systématique. Il donne à croire que la France ne connaît absolument rien d'autre que des grèves, des catastrophes, des conflits de toutes sortes. C'est vraiment un peu fort. Dans le même ordre d'idées, le journal télévisé politique reproduit et s'en vante les journaux, alors qu'on sait ce que ceux-ci valent à cet égard. Faut-il que la radio d'État ne serve qu'à exciter et déployer les oppositions au mépris de la réalité qui est au moins en grande partie tout autre chose. Donc, vous voyez que cette note date de la fin de 1961. Par exemple, la guerre d'Algérie n'est pas terminée à ce moment-là. Et ce que ça nous permet de voir, c'est que le pouvoir en place contrôle totalement les médias, la radio et la télévision publique. Il n'y avait qu'une télévision, hein, il n'y avait qu'une chaîne, si vous voulez, à cette époque. Et en fait, le président de la République se permet d'envoyer aux journalistes ce type de notes pour essayer de comment dire, réinitialiser un petit peu le type d'édito que les journalistes peuvent faire. Alors ça, c'est quelque chose que vous et moi, on ne connaît pas, mais le contrôle des médias était considéré comme étant tout à fait naturel à cette époque. Il faudra attendre 1980 et l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir pour que ce contrôle des médias disparaisse. Donc, exercice personnel du pouvoir qui passe par les médias. Premier exemple. Et deuxième exemple, où il y a juste quelques notes à prendre, le rapport entre De Gaulle et les partis politiques. Alors, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une leçon précédente. Il y a toujours une grande défiance de Gaulle en direction des partis politiques. Il fait souvent des déclarations disant la France n'est pas de gauche, la France n'est pas de droite, la France c'est la France. Et il dit, comme lui-même représente la France, que effectivement, il ne veut pas se caser dans un parti politique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont il se méfie. D'ailleurs, concrètement, il n'hésite pas à dissoudre l'Assemblée nationale, ça on va le revoir,
où il va même utiliser par moments le Premier ministre comme fusible, c'est-à-dire que quand il sent que ça commence à devenir compliqué, à demander la démission du Premier ministre. Et pour lui, globalement, les élections sont plus des élections personnelles où on va en fait désigner une personne plutôt qu'une question politique. C'est quelque chose que l'on retrouve globalement dans la Constitution, mais de façon plus importante dans la façon dont lui pratique ces fameuses institutions. Deuxième paragraphe, pour arriver à comprendre un petit peu cette pratique gaullienne des institutions, l'année 1962, la rupture de 1962, que l'on va voir à partir de deux exemples. Tout d'abord, le rôle de la guerre d'Algérie. Alors, quand on a laissé De Gaulle, il est arrivé au pouvoir, je vous rappelle, le 1er juin 1958. Il avait été appelé par le comité de salut public à prendre le gouvernement de manière à pouvoir garder l'Algérie française. En 1958, 4 jours après son investiture en tant que président du Conseil, il se rend à Alger parce qu'il faut bien évidemment arriver à calmer les foules, où il lance son fameux discours et notamment cette fameuse phrase « Je vous ai compris ». Alors là, normalement, si YouTube ne me bloquait pas, à la place de ce lien hypertexte que de toute façon vous ne pouvez pas activer, vous auriez cette fameuse vidéo. Donc ce que je vous demande de faire, c'est là de mettre sur pause, d'ouvrir un nouvel onglet et de taper tout simplement dans Google « Je vous ai compris » et de choisir la vidéo Lumni qui en fait montre ce discours du 4 juin 1958, dans lequel il parle surtout en fait des institutions. Il dit vous m'avez appelé, vous avez voulu que ça commence par le commencement, à savoir les institutions. Et il parle de la réconciliation, c'est-à-dire donner plus de droits aux Algériens, puisqu'il annonce dans ce discours qu'il faut qu'il y ait les mêmes droits pour tout le monde. Donc bien comprendre que De Gaulle a été appelé par un certain nombre de Français d'Algérie pour garder l'Algérie française et que lors de ce discours, il galvanise totalement les foules puisqu'il donne effectivement l'impression qu'en arrivant au pouvoir, il va pouvoir garder l'Algérie française. En disant cependant, déjà dans un premier temps, qu'il va donner les mêmes droits aux Algériens aux Algériens d'origine française, déjà il y a quand même une sacrée évolution avec ce qui s'est passé précédemment et il espère que cela va diminuer les raisons de suivre le FLN, le Front de Libération Nationale. Mais en fait c'est trop tard et la guerre continue parce que les atrocités de part et d'autre, on en a déjà parlé, ont été tellement importantes que la réconciliation semble difficile. Et De Gaulle commence donc assez rapidement, finalement, des négociations avec le FLN. Donc exactement le contraire de ce que voulait le comité de salut public qu'il a porté au pouvoir. Et dès 1959, il commence à annoncer le principe de l'autodétermination. L'autodétermination, ça veut dire laisser le choix aux Algériens pour leur avenir. Donc ça veut dire que si on leur laisse le choix, il y a aussi une possibilité d'indépendance. D'ailleurs, en février 1961, il fait passer un référendum sur la question de l'autodétermination de l'Algérie et ce référendum est approuvé par 75% des votants. Pour ceux qui veulent garder à tout prix l'Algérie française, c'est véritablement le point de non-retour. Est alors créé, juste après ce référendum sur l'autodétermination, l'OAS, Organisation de l'armée secrète. L'organisation de l'armée secrète, comme son nom l'indique plus ou moins, c'est un mouvement qui se veut un mouvement révolutionnaire, notamment contre De Gaulle, qu'on estime être un traître puisqu'il devait à tout prix garder l'Algérie française. En avril 1961, 4 généraux décident de faire un putsch. Donc un putsch, je vous rappelle que c'est une tentative de coup d'État qui, en règle générale, est faite par des militaires. Et ce putsch a pour conséquence l'utilisation par De Gaulle de l'article 16, cet article que nous avons vu dans le cours précédent, qui va lui donner la possibilité de prendre des pouvoirs exceptionnels. Alors en fait, pendant des mois, 61, tout 62, l'organisation de l'armée secrète organise des attentats en métropole comme en Algérie. C'est une guerre civile qui ne dit pas son nom. Et la répression est relativement importante. D'ailleurs, lorsqu'ils auront réussi à attraper les généraux, ils vont avoir droit derrière à la question de la peine de mort.
Mais c'est vraiment une période très 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 compliquée qui va finalement précipiter l'indépendance de l'Algérie, puisque c'est en mars 1962 que De Gaulle signe les accords d'Évian, parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut pouvoir arrêter. Et ça ne désarme pas totalement l'Ouest, qui continue à faire des attentats contre le président de la République lui-même. Le plus connu de ces attentats, c'est ce qu'on appelle l'attentat du Petit Clamart. Nous sommes le 22 août 1962. Et ce que vous voyez là, c'était la voiture du président de la République, une DS pour ceux que ça intéresse, qui a eu 14 impacts de balles sur la voiture, un véritable miracle. On a retrouvé 187 douilles tout autour. Et le général de Gaulle, donc le président de la République et sa femme, en sont sortis vivants. Le chauffeur blessé, mais finalement à l'arrivée, il va bien. C'était le 11e attentat contre le président de la République. Donc on voit que la guerre d'Algérie, qui je vous rappelle a entraîné la mort de la 4e République, continue à avoir un poids important sur la 5e République, puisque le président est obligé, ou s'estime obligé, d'utiliser l'article 16 qui lui donne des pouvoirs exceptionnels pour pouvoir trouver l'unité de la République. Et c'est vrai que ces circonstances font que De Gaulle se met à réfléchir à lui-même et surtout à son après, puisque bien évidemment, personne n'est éternel, et il commence à penser à sa succession. Et donc au fait que, comment est-ce qu'on va élire le futur président de la République? C'est la deuxième rupture de l'année 1962, l'élection au suffrage direct du président de la République. Au suffrage direct, parce que je vous rappelle que dans la Constitution qui existe donc maintenant depuis 4 ans, c'est un suffrage indirect. De Gaulle, en décembre 58, a lui-même été élu par des grands électeurs. Et c'est ça qu'il ne veut plus. Il le dit très bien dans ce texte. Alors ça, c'est un texte qui est très important. En somme, comme vous le voyez, un des caractères essentiels de la Constitution de la Ve République, c'est qu'elle donne une tête à l'État. Je m'arrête un instant, je répète que dans sa vision, c'est vraiment la différence entre la Ve et la IVe République, l'idée d'un président fort. Cependant, pour que le président de la République puisse porter et exercer effectivement une charge pareille, il lui faut la confiance explicite de la nation. Il y a entre vous, Françaises, Français et moi-même, un lien exceptionnel qui m'investit et qui m'oblige. Je n'ai donc pas attaché en 1958 une importance particulière aux modalités qui allaient entourer ma désignation, puisque celle-ci était d'avance prononcée par la force des choses. J'ai alors accepté que le texte initial de notre Constitution soumit l'élection du président à un collège relativement restreint d'environ 80 000 élus. Ce sont les fameux grands électeurs. Mais la question serait très différente pour ceux qui viendront après moi. Cela, pour qu'ils soient entièrement en mesure et complètement obligés de porter la charge suprême, quel que puisse être son poids, et qu'ainsi notre République continue d'avoir une bonne chance de demeurer solide, efficace et populaire en dépit des démons de nos divisions, il faudra qu'ils en reçoivent directement mission de l'ensemble des citoyens. Sans que doivent être modifiés les droits respectifs ni les rapports réciproques des pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires, tels que les fixe la Constitution, mais en vue de maintenir et d'affermir dans l'avenir nos institutions. Le point très important de ce texte, c'est cette partie-là. Il y a entre vous et moi un lien exceptionnel qui m'investit et qui m'oblige. Très clairement, De Gaulle fait allusion forcément à son passé. C'est l'homme du 18 juin, c'est l'homme qui a aidé au débarquement de Normandie, c'est l'homme de la libération de Paris, c'est l'homme qui a été rappelé le 1er juin 58. Il parle donc de ce lien exceptionnel. Et il dit qu'effectivement, au moment où il va y avoir un successeur, ce successeur n'aura pas ce même poids. En dépit des démons de nos divisions, là il fait bien évidemment allusion à la question des partis politiques, et que donc, puisqu'il n'aura pas l'histoire qu'il aura portée, la seule chose qui pourra le porter, ça sera le suffrage direct de la part des électeurs. Donc il veut modifier la Constitution pour transformer le mode de scrutin, le mode d'élection en fait, du président de la République. Ça passe très mal, cette idée, à l'époque. Ça suscite un certain nombre d'oppositions où on se dit qu'en fait, ce suffrage direct, il n'a que pour but de faire qu'il y ait un lien direct, bien sûr, entre le peuple et le président,
comme un peu à l'époque des rois. Je vous rappelle qu'on a eu une monarchie, la France, il y a longtemps, que ça a été compliqué, qu'il y a eu la Révolution, que le 19e siècle est passé par là, que là non plus, ça n'a pas été simple. Et donc, euh, ceux qui sont véritablement pour la République à l'époque disent que ce qui compte, c'est le collectif, c'est pas l'individu. Il y a un risque de dictature. D'ailleurs, il y a tout un tas de caricatures de Gaulle qui apparaissent à l'époque. Alors moi, perso, j'aime bien celle-ci. Ah, voilà. J'aime bien celle-ci, et celle-ci, où bien évidemment, De Gaulle est caricaturé en roi, un espèce de Louis XIV plus ou moins vieillissant, qui montre bien effectivement cette opposition. Du coup, ce que va faire De Gaulle, il va proposer tout simplement à l'Assemblée nationale, très concrètement, une modification de cette constitution. Or, l'Assemblée refuse la réforme de la Constitution. Il y a eu de très très gros débats, notamment sur la question de la personnalisation dont je vous parlais. Et l'Assemblée, du coup, va utiliser le droit que lui donne la Constitution, c'est-à-dire le fait de voter une motion de censure. Vous vous rappelez, au niveau de l'article 49.3, on peut passer sans rajouter des amendements une loi au Parlement et la loi est adoptée à moins que l'Assemblée nationale ne décide de voter une motion de censure. C'est ce que fait l'Assemblée, donc ça veut dire que le gouvernement est obligé de démissionner, ça c'est la Constitution, et De Gaulle utilise lui aussi le droit que lui donne la Constitution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas de ma loi, eh bien je dissous tout simplement l'Assemblée nationale. Et puisqu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, il va passer directement par la population pour pouvoir faire passer sa réforme. 62% de oui sur la réforme de la Constitution, ce qui est un score véritablement important. Et puis, il faut refaire des élections législatives, puisque l'Assemblée nationale a été dissoute. Et très clairement, la campagne des législatives s'était faite sur la question du oui ou du non à la Constitution. Le résultat est effectivement sans appel. Voici le petit demi-camembert du résultat de ces élections législatives de 1962. Vous avez en bleu ce qu'on appelle le groupe UNR. Donc je vous rappelle, ça c'est le groupe des gaullistes qui a une large majorité et on voit qu'avec ses alliés qui sont en bleu, ils ont finalement la plus forte majorité que De Gaulle n'ait jamais eu jusqu'à présent, jusqu'en 1962, il l'obtient là. Donc c'est pour ça que l'on élit aujourd'hui directement le président de la République, mais vous voyez que c'était absolument pas une obligation. Dernier paragraphe dans ce cours du jour, donc troisième tiré, une certaine idée de la France. Je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas de moi, c'est de Gaulle lui-même. C'est histoire de voir justement comment De Gaulle veut placer la France dans le monde. Si vous voulez, la question de la place de la France dans le monde. Donc, relativement rapidement, deux exemples. On commence par la France de Gaulle dans les relations internationales. Lui, ce qui l'intéresse, c'est cette notion de grandeur et indépendance de la France. Hein. C'est ça pour lui, la question de la France dans les relations internationales. Donc, bien évidemment, on est en pleine guerre froide. La France reste alliée des États-Unis. On soutient les États-Unis pendant, par exemple, la crise de Cuba. Mais il est hors de question d'être soumis aux États-Unis. On voit ici trois idées qui montrent cette idée d'indépendance. D'abord, pour être indépendant, il faut que l'on puisse avoir, nous aussi, la question de l'arme de dissuasion, c'est-à-dire de la dissuasion nucléaire, pour que la France assure elle-même sa protection. C'est en 1960 que la France est en mesure de faire exploser sa première bombe atomique. Je n'ai pas dit que c'était une victoire absolument essentielle, mais ça fait partie, dans la tête du gouvernement de l'époque, de la question de la dissuasion. Et puis ça va même plus loin, puisque vous voyez, en 71, on a le premier sous-marin nucléaire. En 71, il n'y avait plus de Gaulle, mais enfin tout le travail s'était fait, bien évidemment, alors qu'il était président. Deuxième idée, alors qui fait un petit peu mal aux États-Unis, en 66, la France se retire du commandement intégré de l'OTAN. Alors, je m'explique. L'OTAN, vous savez ce que c'est, cette alliance militaire, bien évidemment, de l'Europe de l'Ouest. Alors, on ne quitte pas l'OTAN, on quitte le commandement intégré de l'OTAN. Officiellement, au niveau de l'OTAN, on avait les états-majors des différents pays qui sont membres de l'OTAN, si vous voulez, qui étaient intégrés dans ce commandement. De Gaulle n'apprécie pas forcément les États-Unis, même pas vraiment du tout, pour être tout à fait honnête, et
sans basculer bien évidemment du côté soviétique. Donc c'est pour ça qu'il ne quitte pas l'OTAN en tant que tel. S'il décide de venir aider, il ira, mais il ne veut pas que des gens de son armée puissent éventuellement prendre des ordres de la part des États-Unis. Et donc, troisième et dernière idée, globalement, sa politique étrangère, elle fait pas mal aux États-Unis, parce qu'on n'est pas suffisamment grand pour faire mal aux États-Unis, mais ça les dérange quand même un petit peu. De Gaulle fait un certain nombre d'ouvertures en direction du monde communiste. Attention, De Gaulle n'est absolument pas un communiste, hein, mais alors vraiment pas du tout, mais toujours dans cette idée d'indépendance, ben, il va essayer de montrer que on peut par moment discuter avec les communistes. Il va par exemple faire un voyage en URSS. Normalement, les gens de l'Ouest ne se déplaçaient pas dans le camp de l'Est. Et d'ailleurs, il va faire un accord bilatéral. Bilatéral, ça veut dire directement entre l'URSS et la France, de coopération économique et technique qui n'apporte pas grand-chose, mais on s'y retrouve. Il va également faire des voyages en Roumanie, donc en Europe de l'Est, pas pareil là-dessus. Et puis une reconnaissance de la Chine populaire en 64. Alors, la Chine populaire, je vous rappelle que c'est la Chine de Mao. Rappelez-vous, ça l'avait fait exclure de l'ONU pendant un certain temps. Et l'Occident a mis énormément de temps avant de reconnaître la Chine populaire. La France fait partie des premiers pays pour reconnaître officiellement le gouvernement de Mao. Et puis globalement, contre les États-Unis, De Gaulle, qui avait le sens de la formule, a fait beaucoup de critiques, notamment sur la politique américaine au Vietnam, qu'on connaît, allant même jusqu'à soutenir des revendications indépendantistes du Québec. Alors, donc pareil, je ne peux pas vous mettre de vidéos sur YouTube parce qu'il me bloque, mais vous avez vu en bas, je vous ai mis un petit lien. Vive le Québec libre, c'est là une des phrases qu'il a prononcées lors d'un de ses voyages à Montréal. Donc pareil, vous tapez Vive le Québec libre sur Google et vous prenez la vidéo soit de Lina, soit de Louni, ce qui est en règle générale exactement la même chose. Il y a un court passage qui montre qu'effectivement, il parle du Québec libre et indépendant comme si cette partie-là était complètement dominée par les États-Unis. Le Canada avait hurlé à l'époque. Voilà, ça fait partie des questions diplomatiques un petit peu rigolotes. Donc, pour résumer cette idée de paragraphe dans les relations internationales, je crois que cette notion de grandeur mais indépendance de la France fait partie véritablement de la certaine idée de la France qu'avait De Gaulle. Et puis, De Gaulle et la construction européenne, ça n'a vraiment pas été simple. Je vous rappelle que la CE, le traité de la CE, le traité de Rome, pardon, de 1957, qui fonde la CE, ben, c'était en 57, comme son nom l'indique, et 57, eh ben, c'était avant 58, donc avant la Ve République. De Gaulle n'est pas un grand fanatique de l'Europe, du tout. Pour autant, comme c'est quelque chose qui est fait, il décide effectivement de le garder. Donc ça, c'est la première idée. Comme il veut faire de la France une grande puissance, il accepte de continuer le marché commun, même si au départ, ce n'était pas dans ses grandes idées, au point même qu'il va faire créer en 1962 la PAC. La PAC, ça veut dire politique agricole commune. La France est un grand pays agricole en Europe, surtout dans l'Europe des six. Et cette politique agricole commune, ben pour lui, ça va être effectivement un moyen de développer l'agriculture européenne, mais surtout l'agriculture française. La PAC existe encore de nos jours, même si c'est quelque chose qui a énormément évolué. Tout le problème de De Gaulle, c'est qu'il veut l'Europe, à condition que ça amène de la puissance, notamment de la puissance économique, mais il veut également garder l'indépendance nationale. Donc, s'il faut vraiment retenir une idée, c'est qu'il refuse le principe même de la supranationalité. Ce terme de supranationalité, c'est un concept que l'on a vu également dans une leçon précédente. Revoir une vidéo d'avant si jamais vous avez oublié. Donc ça, c'est quelque chose qu'il refuse absolument. Du coup, concrètement, il va y avoir d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne ou l'Italie, qui vont dire que pour améliorer l'Europe, il va falloir que l'on change un petit peu la constitution de l'Europe qu'il y a dans le traité de Rome et que l'on passe à la question de la majorité qualifiée. En effet, pour l'Europe, les grandes décisions ne pouvaient être prises qu'à l'unanimité. Ça, c'est ce qui était décidé depuis 1957. Alors forcément, l'unanimité, ça veut dire que quand il y en a un des six qui n'est pas d'accord, ça lui donne d'une façon ou d'une autre un droit de veto. Et ceux qui veulent véritablement une Europe fédérale,
aller vers plus d'Europe politique et donc que l'Europe ait plus de pouvoir, il voudrait passer ce qu'on appelle à la majorité qualifiée, c'est-à-dire une majorité à la fois d'États et qui représente une certaine partie de la population. De Gaulle y est totalement hostile. Il veut à tout prix garder le vote à l'unanimité. C'est pour ça que je vous ai écrit pour le vote à l'unanimité. Tant et si bien qu'il va bouder. Et pendant qu'il y a des débats à l'Europe sur ce sujet-là, il interdit à tout représentant français d'y assister. C'est ce qu'on appelle la pratique de la chaise vide. Et le poids de la France est tellement important que finalement, les autres États cèdent. Donc, lui, il est contre une Europe fédérale. Ce qu'il recherche, sa vision de l'Europe à lui, c'est véritablement une Europe des États. Et il va même aller loin puisqu'il va même donner l'impression de renverser quelque part son alliance avec normalement l'Angleterre. Rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale. À deux reprises, en 63 et en 67, l'Angleterre, qui, c'est marrant de dire ça maintenant alors qu'il y a eu le Brexit, mais qui en 58, on leur avait proposé aussi que ce soit la CK ou la CE, ils n'en voulaient pas. Et puis quand ils ont vu qu'économiquement, c'est vrai, ça marchait, à deux reprises, ils ont demandé à rentrer dans la CE. Et les autres pays ont refusé. Et, pardon, excusez-moi, les autres pays étaient plutôt d'accord. Le pays qui n'en voulait absolument pas, c'était la France, c'était De Gaulle, qui ne voulait pas l'entrée du Royaume-Uni dans la CE, car il estimait qu'il était trop lié avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle le coup du cheval de Troie. Et c'est ce que De Gaulle ne voulait absolument pas. Alors, deux petits exemples ici, une citation de Gaulle, pour montrer sa vision de l'Europe. Dante, Goethe, Chateaubriand, j'espère que vous savez qui c'est, appartiennent à toute l'Europe dans la mesure où ils étaient respectivement et éminemment italiens pour Dante, allemands pour Goethe et français pour Chateaubriand. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et s'ils avaient pensé, écrit en quelque espéranto ou volapük intégré. En gros, alors volapük, cherchez pas. En gros, l'idée, c'était que pour ceux qui voulaient à tout prix une Europe fédérale, ils avaient même rêvé à lutter contre la barrière de la langue en créant une sorte de langue européenne qui existe, qui s'appelle l'espéranto, mais qui n'est pas parlé. Il y en a quelques-uns qui l'ont appris, mais c'est quelque chose qui n'est pas parlé. Bon, volapük, c'est un terme à la De Gaulle pour dire un mot, machin bidule chouette, quoi, si vous voulez. Ça va pas beaucoup plus loin. Vous voyez, quand je vous dis qu'il veut vraiment l'Europe des États, l'Europe des nations, voilà, c'est aussi cette notion-là. Il ne veut pas du tout d'idée de fédéralisme, de supranationalité, de tout ce qui va ensemble. Et vous avez ici une caricature qui est super connue et qui montre donc en arrière-plan, comme si on était en plein débarquement de Normandie, la surveillance de De Gaulle, voilà, le gros nez là, au fond, c'est effectivement De Gaulle, où on voit un Britannique, on voit GB Grande-Bretagne, et puis on reconnaît le drapeau, qui arriverait comme pour le débarquement, sauf qu'on voit que entre lui et De Gaulle, il y a des mines, et regardez le symbole que vous avez sur les mines, et que l'Anglais qui débarque en fumant sa pipe, il a un sac à dos et que sur ce sac à dos, il y a écrit Commonwealth. Commonwealth, c'est toute l'alliance que l'Angleterre a fait avec ses anciennes colonies, comme par exemple l'Inde, comme par exemple le Canada, comme par exemple l'Australie ou encore des pays d'Afrique noire. Et c'était la raison pour laquelle De Gaulle ne voulait absolument pas du Royaume-Uni. Pour que le Royaume-Uni rentre dans l'Europe, il faudra attendre effectivement le départ de De Gaulle. Et puis, bon, vous savez comme moi qu'ils ont décidé de partir. Et finalement, et pour conclure, la vision de l'Europe du coup de De Gaulle, c'est de la bâtir sur le couple franco-allemand. Cette notion de couple franco-allemand date vraiment de lui. Entre lui, De Gaulle et Adenauer, c'était le chancelier, c'est-à-dire le chef du gouvernement allemand à l'époque. Ils ont signé le traité de l'Élysée en 1963, qui est une sorte de coopération entre les deux pays. Son contenu, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, finalement, c'est cette image de signature. Donc là, ils sont en train de se faire la bise après la signature. C'est vraiment l'idée de la réconciliation jusqu'au bout
de la France et de l'Allemagne, de ces deux pays européens qui, par moments, ne sont pas toujours d'accord parce que l'Allemagne, par rapport à l'Europe, aurait vraiment aimé une Europe fédérale. L'idée des États-Unis d'Europe, c'est quelque chose qui aurait beaucoup plu à l'Allemagne. C'est quelque chose qui plaisait au premier père fondateur de l'Europe français. C'est quelque chose qui ne plaît absolument pas à De Gaulle. Ce pourquoi effectivement il décide de renforcer, le lien finalement avec l'Allemagne pour pouvoir se prémunir contre ça et puis empêcher l'arrivée anglaise. Pour terminer, en conclusion, et ça finit le grand 1, le départ de Gaulle. Pourquoi De Gaulle s'en va? Il y a eu l'épisode de mai 68, vous avez une petite vidéo à cet effet. On n'avait pas parlé dans cette vidéo des conséquences politiques. Elles ont failli être lourdes. Hein. De Gaulle, je vous raconterai de vive voix, De Gaulle a disparu. Quand je dis disparu pendant 48 heures, c'est que personne ne savait où il était, même pas son premier ministre de l'époque, Pompidou. On avait l'impression d'une crise de régime absolument énorme. A-t-il disparu? Faut-il faire de nouvelles élections, déclencher la loi martiale? Enfin bref. En fait, il était parti en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Tout simplement parce qu'on a encore à cette époque, en 68, un certain nombre de, comment dirais-je, de camps militaires, toujours en Allemagne. En fait, il était allé s'assurer de la fidélité de l'armée, si jamais il avait besoin de l'armée pour pouvoir calmer les éléments de les éléments de mai 68 en fait. Comme il a eu des problèmes avec l'armée, avec l'Algérie, il était allé s'assurer de son soutien. Du coup, il revient, il fait une allocution, comme il a l'habitude de le faire, en disant, bah, écoutez, puisqu'il y a un certain nombre de problèmes, et notamment de grève, ben, je vais donner la parole aux Français et je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il démissionne le gouvernement et il dissout l'Assemblée nationale, histoire d'organiser de nouvelles élections législatives. Il y a des accords qui sont signés avec les ouvriers, qui sont les accords de Grenelle au mois de juin 1968, et ces élections, elles arrivent très vite. Hein. Elles sont effectivement au mois de juin, et quand on regarde le résultat, la victoire des gaullistes est vraiment absolument énorme. Donc c'est pareil, hein, c'est la partie bleue, c'est tout. Alors ça s'appelait, ça avait changé de nom, mais ça c'est pas bien grave. Ça s'appelait l'Union des démocrates pour la République. Jamais il n'y a eu un parti ou des représentants d'un parti ou d'un mouvement politique qui ont eu à eux seuls autant de députés. C'est la plus forte victoire. Alors ça peut paraître paradoxal après un mai 68 particulièrement agité. Là, c'est vraiment une notion de retour à l'ordre. Donc, on peut penser que politiquement, De Gaulle a gagné mai 68. Dans la réalité, c'est tout à fait différent. Et c'est tout à fait différent parce que, en fait, le pouvoir est un pouvoir usé. Il approche des 80 ans maintenant, le général De Gaulle. Et aux yeux de la jeunesse, il ne représente absolument pas le progrès. De Gaulle s'en rend compte et il décide en fait de faire, pas une provocation, mais de faire un dernier test. L'année d'après, en 1969, il refait un référendum, il aimait beaucoup ça, mais sur un sujet qui vraiment n'avait pas besoin forcément de faire un référendum. Ce qu'il voulait, c'était créer des régions. Vous savez, comme la région Aquitaine, la région Rhône-Alpes, etc., etc. Et c'est-à-dire faire un acte tout simplement de décentralisation. Honnêtement, il n'y avait pas besoin d'un référendum pour faire ça. Ce n'était pas une grande question. L'Assemblée nationale aurait très bien pu modifier la Constitution tout simplement pour pouvoir créer des régions. Mais en fait, ce qu'il a voulu faire, c'était un test d'opinion. D'ailleurs, la campagne n'a pas du tout porté sur la question de la décentralisation et de la régionalisation, mais a porté pour ou contre De Gaulle. Je vous mets ici un extrait d'une de ses dernières allocutions télévisées qu'il avait fait 2 jours avant le vote sur le référendum, où il dit la chose suivante: votre réponse va engager le destin de la France, parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement, sur un sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur et le dévouement de l'armée et de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, la tâche actuelle de chef de l'État deviendra éminemment impossible. Donc en fait, ça s'est presque transformé en référendum pour ou contre De Gaulle. Et le résultat a été 52,4% de non sur le référendum sur la régionalisation. Du coup, De Gaulle a tenu sa promesse. Il avait une vision de la pratique des institutions selon laquelle, en aucun cas, un président de la République ne peut rester au pouvoir
s'il est désavoué dans les urnes par la population. Alors là, la population a répondu non à la régionalisation. Dans la réalité, ça a entraîné la démission du général de Gaulle. Et donc, la 5e République va continuer sans lui. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre cours. Bonne fin de journée.